Donc, bonjour à tous, moi je suis Marion Cipriano, je suis directrice scientifique adjointe de l'IRESP, donc l'Institut pour la recherche en santé publique. Et donc je suis ravie d'être là au sein de ce colloque co-organisé avec l'INCa, notamment parce qu'en 2018 j'étais chargée de mission à l'IRESP et avec l'INCa et notamment avec Jérôme, on avait monté le premier appel à projet coporté tabac financé par le Fonds de lutte contre le tabagisme à cette époque, qui ensuite s'est étendu aux addictions. Et puis, nous continuons de nombreuses actions avec divers appels à projets coportés. Et puis, ce premier colloque que nous co-organisons. J'en profite aussi pour remercier Colline Bancel, sur qui une grande partie de l'organisation de ce colloque repose. Je suis aussi ravie d'introduire cette première session avec la discussion de différents projets que nous soutenons, l'INCa et l'IRESP, donc des projets très interdisciplinaires et qui vont aborder la question de l'observation à la prévention. Alors, la prévention, pourquoi on l'a vu, si je reprends un adage cité par Rémi Slama, 1 gramme de prévention vaut mieux que 1 kilo de traitement. Et l'observation, pourquoi? Donc, l'observation, pour mesurer des prévalences, pour analyser des pratiques, pour les comprendre, pour aussi identifier des trajectoires, pour mieux comprendre des facteurs de risque et de protection. Donc, ce qui constitue aussi un certain nombre de bases importantes pour construire des interventions de prévention ensuite. Donc, on l'a vu sur ce qui est prévalence, il y a déjà un certain nombre d'études assez robustes, notamment sur le tabac, l'alcool, également le cannabis. Mais il reste aussi beaucoup à faire sur ce qui est des connaissances plus fines des pratiques, des trajectoires, des différents facteurs de risque et de protection liés à des consommations, mais aussi à des polyconsommations, et tout ce qui est la compréhension des déterminants aussi des trajectoires, qu'ils soient individuels ou environnementaux. Donc là, il me semble que les projets qui vont être présentés aujourd'hui sont assez instructifs sur ces aspects et qui vont pouvoir apporter un certain nombre d'éléments importants pour derrière construire des interventions de prévention. Donc, en préambule, avant d'entendre un peu les différents intervenants qui vont présenter leurs projets, je voulais peut-être attirer votre attention sur quelques éléments transversaux ou des éléments qui peuvent faire écho entre les différents projets de ces sessions, et en tout cas qui m'ont semblé assez intéressants à mentionner. Alors, tout d'abord, ça va être les dispositifs qui ont été élaborés par certaines équipes pour prendre en compte les environnements et notamment les interactions entre pairs adolescents, mais également entre les adolescents et les adultes, qui sont des facteurs importants en termes de tabagisme et de consommation d'alcool. De même pour les normes sociales qui discutent au sein des groupes sociaux, dans ces interactions, qui se modifient aussi, qui se construisent, et dont on sait qu'elles sont très importantes à cette période clé de l'adolescence. Un autre point qui m'a semblé intéressant dans les différents projets concerne la manière d'aborder les motivations des acteurs, avec des dimensions aussi là, individuelles et environnementales, avec l'objectif pour certains de les identifier, de les comprendre, d'autres d'agir sur ces motivations. Et puis le dernier aspect sur lequel je voulais attirer votre attention concerne les méthodologies adoptées pour étudier et suivre ces populations sur plusieurs années. Donc on a vraiment l'aspect longitudinal qui est important, mais aussi l'adaptation des outils qui sont utilisés pour travailler sur cette population particulière des adolescents. Alors, ça semble aller de soi, mais je sais que les équipes de recherche ont aussi dû adapter pas mal d'outils de mesure pour qu'ils soient adaptés à cette population, parce que ce n'est pas forcément le cas, ils n'ont pas été normés de cette manière. Et puis aussi les outils de recueil de données qui doivent évoluer pour s'adapter avec les pratiques des adolescents. Donc, on verra notamment la conception de diverses applications numériques, pas uniquement pour intervenir, mais aussi pour mesurer, pour observer, pour étudier. Je vais maintenant inviter les intervenants de cette session à venir avec moi sur scène. Donc, Laetitia Minari, qui est chercheuse en santé. Je les présenterai ensuite. Venez avec moi et je vous présenterai chacun à votre tour lorsque vous interviendrez sur vos projets. Donc, j'invite les 3 intervenants. Donc, Laetitia Minari, Mabrouk Neka et Jessica Mange. Comme ça, voilà. Alors, comme pour les sessions précédentes, il y aura un temps de questions, mais on va faire chaque intervention l'une à la suite de l'autre et on prendra les questions à la fin
pour chacun des intervenants ou de manière transversale. Donc j'invite tout d'abord Laetitia Minari à prendre place au pupitre pour présenter son projet Existe, explorer les mécanismes des inégalités sociales et territoriales liées au tabagisme et autres comportements de santé. Et Laetitia Minari, qui est chercheuse en santé publique à l'Université de Lorraine au sein de l'équipe APEMAC. Et je vais être maître du temps. Donc je ferai signe quand il reste que quelques minutes. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'inviter à ce colloque pour présenter le projet Existe. Donc, Existe pour explorer les inégalités sociales et territoriales liées au tabagisme et autres comportements de santé chez les adolescents. Donc, je vais pas revenir sur les chiffres qui fondent le projet Existe puisqu'ils ont été présentés précédemment par Monsieur Lenezet. Mais très rapidement, tout de même, cela a été donc dit précédemment, la prévalence du tabagisme a diminué de manière drastique depuis 2014. Cependant, des inégalités persistent, et notamment en fonction du statut scolaire. La question que l'on se pose est celle des mécanismes par lesquels ces inégalités se créent. Est-ce qu'il s'agit d'une différence d'exposition ou d'accès aux différentes substances et notamment à la cigarette en fonction des cursus scolaires? Par exemple, on peut imaginer que les apprentis, étant donné qu'ils sont financés, ont plus accès, ont plus la capacité de s'acheter des cigarettes. On peut aussi envisager le fait que l'environnement professionnel auquel ils sont exposés précocement peut participer à l'initiation ou en tout cas à l'escalade du tabagisme. Ou alors on peut aussi considérer les choses d'une autre façon en se disant que les facteurs qui vont influencer les choix d'orientation scolaire sont également des facteurs qui sont associés au risque tabagique. Et pour répondre, pour répondre à cette question-là, il est nécessaire de comprendre le tabagisme dans son environnement, enfin en tout cas le tabagisme de l'adolescent dans son environnement, comprendre comment les caractéristiques individuelles vont avoir un impact, certes, mais comment l'environnement dans lequel les jeunes évoluent va avoir une influence sur ce profil individuel et l'amener ou pas à consommer des substances. Et bien sûr, ce qui est très important de considérer, c'est la notion d'évolutivité dans le temps. Un risque à 14 ans n'est pas le même à 17 ans, puisque la mobilité spatiale des adolescents va évoluer, la relation au père et l'étendue du réseau social va également évoluer, et c'est tout l'enjeu en fait du projet Existe, c'est de comprendre justement ces interactions, cette évolutivité. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est d'écrire l'évolution des caractéristiques individuelles et environnementales qui sont liées au tabagisme, mais également les interactions qu'elles peuvent avoir et leur influence sur les inégalités sociales liées au tabagisme. Dans un objectif secondaire, nous allons également nous intéresser à l'effet des interventions de prévention du tabagisme sur l'accroissement, la réduction ou le maintien des inégalités sociales liées à la consommation de tabac. Derrière les politiques que nous allons étudier, bien sûr, il y a les politiques nationales, comment les jeunes adhèrent ou non à ces politiques, mais également l'effet des interventions qui sont mises en place dans les établissements scolaires ou au niveau régional ou dans certains établissements. Et l'idée, c'est de mieux comprendre comment, notamment par leur disparité, par exemple territoriale, les interventions peuvent participer à la réduction, ou en tout cas à l'accroissement en fonction des résultats qui seront proposés des inégalités sociales. Et donc pour répondre à l'objectif de ce projet, nous mettons en place une cohorte longitudinale pendant 3 ans qui va cibler 7455 adolescents scolarisés en classe de 4e dans 50 établissements de la région Grand Est. Pourquoi on s'intéresse à la classe de 4e? C'est parce que déjà, on sait que les initiations se font souvent avant l'âge de 15 ans. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ils expérimentent, comment ils escaladent
dans la consommation de substances et comment les risques et les environnements à risque et les contextes qui vont influencer la consommation de tabac vont évoluer au cours du temps. Et ce qui nous intéresse, c'est donc justement le vécu des adolescents sur les 2 dernières années de collège et de savoir ce qui se passe sur la première année post-collège au moment où on a des orientations en lycée, en centre de formation des apprentis ou parfois même l'arrêt de l'école. Et donc, cette cohorte s'appuie sur des investigations mixtes. Donc, il y a la grosse partie qui réside dans la mise en place de questionnaires auprès des adolescents 3 fois par an pendant 3 ans. Donc c'est un recueil qui se fait sur tablette, qui est accompagné par nos équipes pour s'assurer de la compréhensivité des questions, compte tenu du fait que notamment dans l'exploration du réseau social, du réseau de pairs, certaines questions peuvent poser de problèmes. Il faut s'assurer que l'équipe de recherche puisse accompagner l'adolescent dans la réponse à ces questions. Et donc dans ces questionnaires, on s'intéresse bien sûr à chaque temps de mesure aux consommations à risque. Je l'ai parlé beaucoup de tabac. On s'intéresse bien sûr à l'alcool, à la e-cigarette et à d'autres consommations comme le cannabis, la chicha. Donc à chaque temps de mesure et plus ponctuellement, on va s'intéresser à d'autres déterminants, évidemment la question du bien-être, la question de l'environnement dans lequel les jeunes évoluent, l'estime de soi, le vécu scolaire, la notion de quartier également, savoir dans quel environnement, même spatial, les jeunes évoluent. À ce recueil par questionnaire, nous associons une sous-étude par web application qui demande, là où la cohorte demande une non-opposition de la part des parents et des élèves, l'étude par web application demande à ce que le consentement soit signé par les parents et les adolescents. Je vous en parle parce que vous verrez que ça a un impact par la suite. Mais l'idée, par cette web application, c'est de comprendre les micro-incitatifs du tabagisme, incitatifs environnementaux, psychologiques, et comprendre au fil de la journée comment évolue le niveau de bien-être du jeune, comment évolue son exposition dans l'environnement, quels environnements dans quels environnements il va évoluer et comment ça va avoir un impact sur son tabagisme. Et donc l'idée, c'est de faire que chaque jeune, pendant 3 fois par jour, pendant 10 jours, reçoive ces notifications et réponde à ce micro-questionnaire. Au-delà de ces investigations quantitatives, nous allons préciser également les résultats de ces des données quantitatives en explorant un peu plus l'espace de socialisation chez les jeunes à travers des entretiens et puis également leur vécu du collège, des environnements autres, par exemple environnements familiaux, environnements de loisirs. Et nous allons également leur demander au collège, parce que c'est un temps où les jeunes restent longtemps sur une journée, par des walking interviews, on va leur demander de nous décrire les collèges, les espaces de socialisation. Ben voilà, par exemple, à cet endroit-là, c'est plus les quatrièmes qui restent en groupe. Et voilà, il y a des interactions avec les classes de troisième à ces endroits-là. Là, par exemple, le CDI, c'est un lieu clé pour certaines rencontres. L'idée, c'est de comprendre comment ces espaces de socialisation vont avoir un impact, encore une fois, sur les attitudes envers les consommations à risque. À cela, bien sûr, nous ajoutons une investigation auprès des adultes qui évoluent autour de l'adolescent à travers des questionnaires chez les parents des adolescents pour faire le lien et confronter finalement les réponses des adolescents et des parents, étant étudié aussi notamment par rapport à la question du bien-être de l'adolescent, identifier si finalement le bien-être peut aussi être perçu par les parents. Et puis, les consommations à risque, elles sont également perçues par les parents. Mais on va également utiliser des investigations qualitatives pour interroger les parents, les équipes pédagogiques et les acteurs de milieux de loisirs. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre à travers les questionnaires chez les adolescents son vécu dans ces différents milieux, encore une fois, environnement de loisirs, collège
et familles, mais également d'avoir le retour des adultes. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a des lieux qui ne sont pas encore suffisamment utilisés comme lieux de prévention. Et bien sûr, nous réaliserons des observations dans les établissements qui sont concernés par l'étude qualitative. Donc ce projet se déroule en 2 vagues d'inclusion. Compte tenu des challenges que pose ce projet, notamment en termes d'utilisation de données de géolocalisation, d'analyse de réseau social, les démarches ont été assez chronophages. On a obtenu l'ensemble des accords après 2 ans et demi de démarches réglementaires. Nous avons lancé la première vague d'inclusion le 17 octobre 2022 auprès de 15 établissements de la vague 1. Donc toujours dans la région Grand Est. 1 591 élèves étaient concernés, 1 237 ont été inclus. Donc la première vague du T0, données à l'inclusion, données socio-démographiques de base dont on aura besoin pour suivre la cohorte. Donc ces données ont été recueillies au T0 et actuellement une collecte est en cours. On s'intéresse plus largement à la question de l'environnement social, des réseaux de pairs et des espaces de mobilité des adolescents et les expositions dans ces différents espaces. Comme je vous l'ai indiqué, la sous-étude par GMA, donc par web application, demande un consentement signé de la part des adolescents et de leurs parents. Ce qui fait qu'on a déjà récupéré les consentements des adolescents pour participer à la sous-étude, donc on est à 31%, et on devrait avoir les retours des parents. La deadline était pour demain, donc je suis bien désolée de ne pas pouvoir vous donner d'informations. La première information que je peux vous donner, c'est qu'il y a une semaine, on a reçu dans un établissement scolaire les consentements de parents. Il y avait 43 consentements signés de la part des élèves et on a reçu 18 de la part des parents. Donc, ça semble très peu en termes d'inclusion dans une étude. Il faut savoir que dans les études sur le GMA, généralement, on a 50 participants en moyenne parce que c'est quelque chose qui est très difficile à faire suivre sur le long terme. Donc là, même si on a 5%, on sera déjà très satisfait parce que 5% sur cette première vague, ça fait déjà 67 élèves. En termes de perspective pour ce projet, donc je l'ai pas évoqué précédemment, mais bien sûr, c'est un projet qui s'inscrit dans une approche interdisciplinaire. On travaille donc avec des épidémiologistes, des psychologues de la santé, des sociologues, des géographes de la santé, des pédopsychiatres. Et l'idée, c'est en comprenant ces mécanismes et dans la pluralité de leurs dimensions et dans leurs caractéristiques dynamiques, ça va nous permettre évidemment de préciser les mécanismes qui sont liés aux inégalités sociales de santé liées au tabagisme. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de comprendre mieux le vécu des adolescents en décrochage scolaire. On sait qu'on l'a vu précédemment, qu'ils adoptent des comportements à risque, mais nous n'avons pas d'informations sur leur vécu et sur ce qu'ils ont vécu avant de décrocher. Cette étude de cohorte nous permettra d'avoir des premières informations. Et je l'ai dit précédemment, l'idée par la web application, c'est d'identifier des micro-incitatifs du tabagisme. D'un point de vue interventionnel, les implications sont dans l'élaboration de stratégies globales de prévention, puisque l'enjeu est encore une fois de tenir compte de l'environnement social et physique et des caractéristiques de l'adolescent, mais également de l'évolutivité des besoins de l'adolescent au cours du temps. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'évaluer les expérimentations qui sont menées dans les établissements et qu'on n'arrive pas à caractériser et dont on n'arrive pas encore à caractériser les effets. Donc actuellement, ce que l'on fait, c'est qu'on identifie de manière systématique, on a fait un travail de caractérisation des interventions, d'identification systématique des interventions dans chaque établissement qui participe au projet. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier des interventions qui semblent prometteuses et qui ne sont pas valorisées actuellement dans les stratégies des préventions. On en a vu par exemple quelques-unes sur la gestion des émotions qui méritent d'être évaluées
et d'être valorisés pour capitaliser ces expériences-là et heu, et les amener à contribuer à la mise en place de stratégies de prévention dans d'autres établissements. Et les perspectives sont également méthodologiques puisque nous l'avons vu, il y a des nouveaux modes d'investigation, et notamment autour, de la web application. Donc on a Marie Buzy qui était étudiante en master, et qui poursuit son travail, en doctorat, a développé une échelle de mesure du bien-être instantané chez l'adolescent qui a été validée dans ses propriétés psychométriques de base, dans la population adolescente française, qui est validée actuellement, en population anglophone dans le cadre d'une collaboration avec l'étude Compass qui est portée par Scott Lessordal, de l'université de Waterloo. Et elle est également en cours de validation en population adulte, mais cette fois en contexte GMA, dans le cadre de l'étude Cohésion avec Grégory Moulek et Yann Kestens de l'université de Montréal. Laetitia, il reste quasi plus de J'ai temps, mais terminé. Et du parfait. point de vue méthodologique, il y a toute une démarche analytique une démarche méthodologique autour de l'analyse des réseaux sociaux. Et Magali Colonna, qui est étudiante en doctorat, a également proposé des préconisations sur l'utilisation de l'analyse des réseaux sociaux, que ce soit dans les objectifs primaires, dans le mode de mise en place de ce type d'analyse et dans les analyses à proprement parler. Donc je remercie sincèrement l'INCa et l'IRESP de nous avoir fait confiance dans la mise en place de ce projet qui bénéficie de partenaires nationaux et internationaux. Et je remercie également l'ensemble de l'équipe projet qui œuvre à la mise en place de cette étude depuis quelques années maintenant. Merci beaucoup Laetitia, on a hâte de voir les résultats de cette étude. J'invite maintenant au pupitre Monsieur Mabrouk Neka, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et qui va nous présenter une étude sur la relation entre le vapotage et le tabagisme chez les adolescents en classe de seconde dans la Loire. C'est à vous, 15 minutes. Bonjour, merci à l'IREPS et à l'INCa pour ce colloque. Donc moi, je vais être dans la continuité des collégiens puisque je vais être sur les lycéens. Déjà remercier mes collègues avec qui on a pu faire cette recherche et sur la suite un appel à projet 2019 de l'INCa. Jérémy Pourchaise, Julien Masson, Lara Leclerc, André Ramba. Je vais aller assez vite sur le côté quanti parce que déjà plein de choses ont été dites par les personnes qui sont passées juste avant, entre autres le président de l'Institut Norbert Ifra et puis aussi monsieur Jérôme Foucault et monsieur Lenezet. Première chose, aucun conflit d'intérêt, le financement, je vous l'ai dit, la raison de notre recherche, tout simplement la problématique de l'effet passerelle. L'effet passerelle, c'est justement la question qui s'est posée entre le fait que je rentre par le vapotage et je glisse vers le tabac. On a un paradoxe, c'est que les Anglais disent dans différentes enquêtes que les vapoteurs réguliers qui fumaient avaient 3 fois plus le risque de fumer, enfin les vapoteurs avaient 3 fois plus de risque de fumer au bout d'un an, et le fait que d'avoir vapoté aussi augmentait de 75% le risque à un an de fumer une cigarette traditionnelle. Donc on s'est posé la question si chez les Français, et entre autres dans la Loire, chez les lycéens ligériens, avaient la même problématique. Donc à partir de là, nous avons mis cette problématique en jeu. Je vais aller très vite parce qu'il y a des choses plus intéressantes où je m'arrêterai et celles qui sont descriptives moins. Donc on a fait 2 approches. Une approche quantitative, d'abord suivi des secondes en 2018, en 2019 et en 2020 sur 3 ans. Et après, particulièrement dans un lycée, on a suivi les secondes, ensuite en première et ensuite en terminale. Ça, c'est pour l'approche quanti. Et ensuite, on a fait des entretiens pour l'approche qualitative pour avoir un petit peu plus de renseignements sur leur trajectoire. Donc, on voulait connaître leur motivation et la trajectoire de leur consommation. Donc, 28 entretiens étaient prévus et au final, on en a fait 21. Donc, la méthode que je voulais présenter, 2018, 2019, 2020, des classes de seconde sur 3 ans, dont dans un lycée, un suivi de cohorte. Alors, la population était la population cible de 6 000 élèves dans la Loire, de seconde, 75%, à peu près 74-55 ont répondu.
Et ce qui est intéressant, puisqu'on parlait des apprentis, nous, on avait 21% de lycées professionnels. Et on verra justement la différence entre lycée général et lycée professionnel dans les résultats. Donc voilà, alors bien sûr, hein, Covid 2020 nous a empêchés d'avoir un peu plus de réponses, mais bon, on avait en 2019 près de 5000 réponses. Les chiffres, je suis rassuré, les Stéphanois, les Ligériens ont les mêmes consommations que les Français. Ça me rassure. Ça veut dire que les petits lycéens font exactement les mêmes résultats que les Français en général, avec les expérimentations et le fait de ne pas fumer, le fait d'être des fumeurs occasionnels et le fait aussi d'être des fumeurs quotidiens. On a repris un petit peu la définition que les recherches nationales reprenaient. Donc du coup, ce qui est intéressant sur le vapotage aussi, c'est voir l'expérimentation au vapotage des 15-16 ans entre 2018 et 2020 avait un petit peu diminué. Par contre, l'usage du vapotage reste stable, avec même une augmentation de l'usage quotidien. Donc ça rejoint un petit peu les propos de M. Lenezec sur le fait que où passaient ces fumeurs qui baissaient et où allaient-ils. Mais on va aller un peu plus loin après. Donc là, je vais très brièvement. Alors, deux choses qui sont intéressantes. En effet, nous, chez les vapoteurs, c'était plus les garçons, 27% contre 18%, et plutôt les filières professionnelles que les filières générales, 29-30% contre 21%. Et la même chose un peu chez les fumeurs. Donc on avait plutôt les garçons, 32% pour des filles à 21%, et aussi les filières professionnelles. Donc en gros, c'était plutôt le garçon professionnel qui fumait plus et vapotait plus que les filles du lycée général. Mais ça, c'était sur notre cohorte. Ensuite, deux petites choses intéressantes. Les abstinents de vape et de tabac augmentent entre 2018 et 2020. Par contre, il semble y avoir un petit effet, mais alors c'est là où on cherche l'effet passerelle, où un transfert d'une partie des fumeurs non vapoteurs, soit vers l'abstinence, soit vers le vapotage fumeur, et le vapotage serait un élément pour aller à l'abstinence. Voilà un petit peu. Mais l'usage de tabac seul vers un usage dual tabac et vape, ça peut nous poser la question de l'usage vape pour sortir du tabac. Alors sur cette diapo, on voit en effet les non-fumeurs, non vapoteurs fumeurs, excusez-moi. En 2018, ils étaient 11,25% et en 2019, ils passent à 7,21%. Et on voit en effet que les usages dual, vapoteurs-fumeurs, passent de 17 à 20. Donc on se pose la question, ce petit passage de 35% des fumeurs exclusifs, non vapoteurs, qui se sont orientés vers un usage dual. Donc on se dit, est-ce que c'est aussi toujours pour la sortie du tabac ou pas? Donc la relation entre vapotage et tabac montre qu'il n'y a pas d'effet passerelle massif. Je reviendrai là-dessus dans la discussion parce qu'on est sur des cigarettes électroniques avec un investissement à 40-50 euros. Je dirais que si on referait cette étude avec les puffs, je pense qu'on aura énormément de différences. Mais ça, c'est mon point de vue après analyse. Donc ces données tentent quand même qu'il n'y a pas d'effet passerelle massif du vapotage au tabagisme pour les adolescents jusqu'à l'âge de 15-16 ans, puisqu'on était sur les secondes. Ensuite, sur ces fameuses secondes qu'on a suivies dans un lycée, 336 en seconde, 360 en première, 273, donc toujours les mêmes pendant 3 ans. Et donc toujours cette idée de voir un petit peu leur trajectoire, un petit peu comment ils consomment le tabac, le vapotage. Alors dans le questionnaire, c'était aussi cannabis, chicha, etc. Mais nous, on avait focalisé sur l'effet passerelle. Et là, eh bien, on se rend compte, même chose, que les fumeurs quotidiens sont globalement stables. On se rend compte aussi que le tabagisme occasionnel augmente entre 15 et 18 ans. Surtout l'âge pivot, ça serait plutôt vers 17 ans. La baisse des non-fumeurs est uniquement due au tabagisme occasionnel, quand on regarde les chiffres. Une forte diminution, surtout à 16-17 ans, puis une stabilisation. Et là, on s'est posé la question des effets soirées, puisque l'expérimentation au tabac fumé augmente quasi linéairement entre 15 et 18 ans. Donc on se pose la question de l'effet groupe, soirée, etc. au lycée. Pour le vapotage, alors le vapotage, on a une expérimentation au vapotage qui reste stable, entre 15 et 18 ans. Le vapoteur quotidien, il augmente à 16-17 ans, puis reste stable. On a un décalage de 1 ou 2 ans entre le comportement du vapoteur et le comportement quotidien du fumeur. On a une différence de 1 ou 2 ans.
Donc le vapotage occasionnel reste stable. Et puis on a une baisse des non-vapoteurs qui est uniquement due à l'augmentation des vapoteurs quotidiens. Donc on se rend compte en effet, non-vapoteurs 53, 50, 52, et on se rend compte que les vapoteurs quotidiens ont une petite augmentation. Ce qui est encore la même question, des transferts des abstinents vers le vapoteur fumeur à partir d'un âge pivot. Et en fait, on s'est rendu compte, et on verra avec les entretiens, ces secondes qui arrivent en première année de lycée, ils se prennent leur place, etc. Et puis la première arrive, et là, l'âge première terminale, la socialisation avec ses pairs, les sorties, etc. Et on se pose la question, voilà, d'une baisse des abstinences, un vapoteur stable, un fumeur exclusif stable et une augmentation des vapofumeurs sur cette recherche. Ensuite, on est allé donc du côté qualitatif. On avait l'idée de voir un petit peu quelle est leur trajectoire d'expérimentation et leur trajectoire utilisée. Comment ils étaient initiés à l'expérimentation, pourquoi il y en a qui étaient abstinents, quelles étaient leurs raisons, pour quelles raisons il y en avait certains qui résistaient à la rechute, puisque c'était des anciens vapoteurs ou des anciens fumeurs, et enfin aussi, comment et quel point de vue ils avaient sur le double usage et la mise en place ou pas d'effets passerelles. Donc, notre population visée était de 28 entretiens et nous avons au total eu 21 avec l'exclusion justement des formulaires de consentement signés qui sont nécessaires pour ces recherches. La méthode échantillonnage avec une participation volontaire et aussi en boule de neige. Je vais aller plus vite pour vous montrer notre population totale qui était 9 non-utilisateurs qui n'avaient jamais vapoté, n'avaient jamais fumé. Ensuite, 9 qui étaient vapoteurs ou fumeurs et surtout aussi, on a des doubles usages. Et enfin, les anciens utilisateurs, on en avait 3 qui étaient anciens vapoteurs ou anciens non-fumeurs ou anciens double usage. Ce qui nous a donné l'enquête sociologique avec les entretiens en visio, c'était le Covid, visioconf, etc. Et voilà la représentation graphique des différentes trajectoires identifiées. Sur les 3 non-fumeurs, non-vapoteurs, ou alors anciens fumeurs, anciens vapoteurs, ou alors fumeurs, vapoteurs, etc. De 3, on est passé à 10 sous-trajectoires. On se rend compte en effet, les abstinents, les 9. Alors sur les 9, dans les questions des entretiens, on en a 6 sur 9 qui, pour eux, ça ne posait aucun problème d'être abstinent, de ne pas fumer, de ne pas vapoter, et qu'ils étaient très bien en capacité de résister. Et puis on en avait 3 sur 9 qui, eux, par contre, l'abstinence leur posait problème. Et en effet, ils avaient peut-être aussi une sensibilité, une susceptibilité à pouvoir aller soit vapoter, soit fumer selon leur intention. Ensuite, on a ceux qui sont les anciens fumeurs ou les anciens vapoteurs, les 3. On en a 1 sur 3 qui est un ancien vapoteur qui, lui, résistait à la rechute, à la reprise. Et puis 2 autres qui étaient des anciens fumeurs, mais plutôt double trajectoire, qui aussi avaient une résistance sur la rechute. Ensuite, sur les fumeurs et vapoteurs, on en avait 4 qui étaient des simples vapoteurs avec une résistance initiale au fait de ne pas avoir envie de fumer, 1 sur 4. Par contre, on avait 5 fumeurs avec la trajectoire, avec une résistance initiale au vapotage, ça ne les intéressait pas. Donc 3 fumeurs, 1 vapoteur, et ensuite ceux qui avaient le double usage, on en avait 5, 2 qui étaient partis à la base du tabac, et derrière qui sont partis sur le vapotage et qui font un usage duel, mais avec un effet passerelle peut-être. Et derrière, on a aussi les autres qui étaient un qui était plutôt vapoteur au départ et qui est passé fumeur. Donc pour cela, le fait qu'il y en ait qui ne se posait aucun problème d'avoir le double usage, il n'y avait aucun souci pour eux. Et par contre, il y en avait pour un, c'était un problème d'avoir ce double usage. Il avait peut-être envie de quitter le tabac pour le vapotage et peut-être aller à l'abstinence, mais qu'il n'y arrivait pas. Donc tout ça pour nous donner un petit peu des facteurs structurants et motivants des différentes trajectoires. Le rôle, alors on se rend compte que voilà, le rôle de consommation, c'était surtout de réduire le stress et permettait de se relaxer. L'utilisation de la cigarette était plutôt passerelle et objet aussi thérapeutique ou détourner le tabac pour se protéger par rapport à sa santé, à la fumée, etc. Et fumeur avait un rôle de dépendance à l'exposition. Voilà un petit peu les rôles qu'ils avaient décrits. Sur la perception des risques, c'était un petit peu ce qui avait été dit par M. Foucault, l'effet nocif sur la santé, le risque de dépendance et des maladies liées au tabac. Et par rapport à l'utilisateur des cigarettes électroniques, moins de dommages pour la santé. L'utilisateur de tabac, plutôt l'effet nocif potentiel sur la santé en termes de risque de dépendance et de maladies liées au tabac.
Et sur l'espérance, alors chacun avait des attentes plus ou moins communes. Certains étaient clairs sur les conséquences négatives de leur consommation. Même ceux qui ne fumaient pas ou ne consommaient pas avaient une idée très claire sur les attentes. Et aussi, l'utilisateur de cigarettes, plutôt pour celui qui voulait arrêter de fumer, avait plutôt pensé à protéger sa santé, était donc l'usage de la cigarette électronique dans l'objectif de cesser le tabac. Et le fumeur, lui, était clairement conscient des effets nocifs sur sa santé. Donc ceux qui avaient une trajectoire d'abstinence ou de résistance, pour certains, pas de problème. Pour quelle raison? Parce qu'en effet, on en a déjà parlé, c'est les compétences personnelles. Le fait que pour eux, il n'y avait aucun souci de résister à, à la consommation de tabac ou de vapotage. Donc ils avaient une motivation intrinsèque autodéfinie. Ils avaient un environnement aussi socio-écologique non précaire, un soutien familial, des relations stables avec les parents, des amis, l'environnement peu stimulant pour initier des produits psychoactifs. Il est vrai que ça, c'était des éléments protecteurs pour justement ne pas et être justement résistant à la consommation. Et pour d'autres, par contre, c'était plus ambivalent. La vulnérabilité au tabac ou au vapotage était accompagnée dans l'intention de voilà, être peut-être initié au scénario de la première fois. Il y avait un risque. Et cela avait plutôt un faible sentiment de compétence personnelle, d'auto-efficacité. Ils avaient des motivations intrinsèques autodéterminées. Il y avait aussi le contexte socio-écologique qui était caractérisé, soutien familial précaire, tension relationnelle avec les parents, le lycée, pression sociale et influence des amis, environnement, hyper stimulant au scénario de la première fois. Tout ça pour retrouver dans les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques le fait d'être en capacité de dire non, d'avoir des principes, décidés par soi-même, est fort mentalement, donc tout ce qui est les capacités psychosociales de l'individu. Et puis tout ce qui était extrinsèque, c'est tout ce qui est propre à l'élève avec l'interdiction, le contrôle parental aussi, hein, la crainte de la punition, 12 sur 20, éviter de fumer ou de vapoter pour ceux qui étaient en couple et ne pas fréquenter les environnements fumeurs pour le vapotage. Pardon. Donc, ils ont perçu à la fois la cigarette et le tabac comme présentant le même niveau élevé de dangerosité et de nocivité. Par contre, ils favorisaient le renforcement ou le comportement de résistance aux rechutes pour le vapotage. Donc, on se rend compte que c'est ancré dans leurs idées d'utiliser la cigarette électronique pour résister et lâcher le tabac. Enfin, donc du coup, on avait c'est parfait. On avait quand même des consommateurs qui ont déclaré que ceux qui utilisent le vapotage ou le tabac ont toujours commencé par des cigarettes de tabac. Les anciens consommateurs ont déclaré qu'ils avaient commencé par fumer des cigarettes aussi. Et ceux qui n'étaient ni l'un ni l'autre, ils disaient que s'ils s'abstinaient, ça se devenait problématique. Ils auraient préféré alors devenir par la cigarette électronique sans nicotine s'ils devaient passer à quelque chose. Donc l'effet passerelle étant peu présent. Là, on avait un double usage, un vapoteur uniquement qui était rentré par le vapotage et qui était fumeur aussi, alors que les autres étaient fumeurs au départ et vapoteurs. Je vais finir sur ces deux fumeurs vapoteurs n'ont déclaré aucune intention d'arrêter de fumer. Ils considèrent que les cigarettes électroniques sont une alternative saine au tabagisme. Ils ont également signalé que les cigarettes électroniques sont une alternative au tabagisme à la maison. Je fume, mais à la maison, ça se sent, je ne peux pas, donc je vais plutôt prendre une cigarette électronique. Le vapoteur fumeur n'a déclaré aucune intention de s'arrêter et il considère que les cigarettes électroniques et le tabagisme sont également nocifs pour sa santé. Il préfère fumer du tabac en raison de la sensation. Une petite préférence pour le tabac. Et ça doit être terminé parce que le projet, dans notre troisième tâche, c'est justement de créer des séquences d'éducation à la santé en lien avec ces résultats et justement pour augmenter leur littératie en santé, surtout sur le vapotage, et en lien avec les pairs et donc les étudiants du service sanitaire pour justement œuvrer sur cette prévention. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation sur un sujet où il y a beaucoup de croyances aussi, et merci d'apporter un peu des éléments factuels et scientifiques. Et maintenant, je laisse la parole à Jessica Mange, qui est maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Caen en Normandie et au sein du laboratoire LPCN. Ouais, exactement. Donc, bonjour. Hop, non, déjà ça va pas. Ok. Donc, je suis là pour vous présenter le travail de l'équipe de Caen sur un projet qui est coporté avec Hélène Beaunieu, qui est chercheuse, elle, en neuropsychologie, et pour le coup spécialiste des addictions depuis bien plus longtemps que moi, parce que je me suis retrouvée embarquée en quelque sorte par le contexte local sur ces questions seulement depuis 2017. Donc maintenant, ça va, j'arrive à peu près au niveau pour pouvoir discuter, mais il n'empêche que parfois, j'ai certaines... Il faut que je me remette dans le bain.
Alors, sur cette démarche-là, qui a été initiée donc par ma collègue Hélène Beaunieu initialement, il y a cette idée que ce qu'on essaie de développer, en tout cas en collaboration à Caen, en collaboration interdisciplinaire, au moins interne à la psychologie, c'est l'idée que si on veut prévenir, il faut d'abord comprendre pour savoir comment prévenir, qu'est-ce qu'on doit cibler et pour savoir évaluer de la manière la plus appropriée possible. Alors on travaille toujours en deux phases, en tout cas en psychologie sociale classique, si je peux dire, hors addiction. On va d'abord analyser les déterminants d'un comportement. Et parmi ces déterminants, on va s'intéresser à notre cœur de compétences qui sont les déterminants psychologiques, où on va essayer de voir dans mon comportement de consommation d'alcool, de tabac ou autre, est-ce que la norme, de mon environnement va jouer? Est-ce que mon impulsivité peut jouer? Mon sentiment d'auto-efficacité, mon identité et cetera? Donc on va regarder le côté, déterminant de plein de paramètres psychologiques. Pourquoi on regarde ça? On regarde ça parce qu'ensuite dans nos interventions psychosociales, qu'est-ce qu'on va essayer de faire opérationnellement? On va essayer de cibler précisément les déterminants les plus forts par rapport au comportement. Et parmi ces interventions, là, je ne vais pas avoir le temps de tout détailler, mais il y a pas mal d'outillages conceptuels et méthodologiques dans le champ de la psychosociale internationale, en santé notamment, mais aussi dans plein d'autres, en éco-citoyenneté ou autres, bah, qui nous permettent d'avoir des outils qui s'adressent spécialement à certains déterminants. Je pense par exemple, je crois que je ne l'ai pas mis, mais on a des techniques qui s'appellent par exemple l'hypocrisie induite, qui permettent d'adresser spécifiquement des situations où c'est la norme de comportement, la norme qui génère le comportement. Donc on a voilà, ces connaissances-là en fait sont à disposition pour les utiliser en santé. Donc ça c'est ce qu'on fait habituellement en psychologie sociale, quel que soit le champ d'application. Et le côté des addictions m'a particulièrement intéressée quand j'ai fait cette bascule en termes de conversion thématique, parce que si on applique ce modèle-là, je sais pas, à la gestion du tri des déchets, ça fonctionne. Sauf qu'en addiction, il y a une dimension qui est complémentaire, qui est que, il y a des altérations neuropsychologiques qui sont possibles et qui sont liées au comportement problématique lui-même, qui peut générer ces atteintes et qui vont être une entrave, ou en tout cas qui peuvent être des facteurs délétères à l'efficacité de nos dispositifs de prévention habituels. Donc d'un point de vue fondamental, c'est aussi intéressant pour nous de se dire que, OK, on cible des déterminants psychologiques, on a des stratégies pour le faire, mais dans les stratégies qu'on met en place, on va prendre certaines précautions en collaborant avec nos collègues neuropsychologues sur les fonctions exécutives, par exemple, qui peuvent être atteintes par la surconsommation d'alcool ou de cannabis ou autre. Donc, c'est vraiment une coordination, une collaboration avec ces deux champs de la psychologie et on ajoute évidemment de la psychologie clinique dans tout ça. Donc ça, c'est la démarche qu'on essaie de développer, de tester, de mettre à l'épreuve dans la plupart de nos études. On tient compte des déterminants, des altérations liées à la consommation, et à partir de là, on met en place des dispositifs de prévention. Je passe sur la phase d'évaluation puisqu'elle est évidente en recherche. On va en parler quand même après. Donc cette démarche, DAP, déterminant, altération, prévention, on la décline en 3 volets dans un projet, le projet ADUC, alcool et drogue à l'université de Caen. Ces 3 volets, en réalité, se passent en études autonomes. Premier volet, on a chaque année les 27 000 étudiants de l'université de Caen qui sont sollicités pour répondre à une enquête en ligne. Donc ce sont des données observationnelles, auto-rapportées avec toutes les limites que ça comporte. Mais il n'empêche que ça nous permet un suivi longitudinal sur des étudiants. Alors, le longitudinal ne marche pas quand même des tonnes, hein, il faut le dire, dans le recueil. Par contre, on a chaque année au moins 3000 étudiants, à peu près, qui vont nous permettre d'avoir des données sur la prévalence des consommations. Je ne reviens pas dans l'exposé là, puisqu'on a eu l'exposé de l'OFDT tout à l'heure, mais qui vont nous permettre aussi de vérifier, quand on essaie d'analyser les déterminants d'une pratique de consommation, quelle que soit la substance, d'en vérifier la stabilité. Ce que je vous présente là, c'est l'étude sur laquelle on s'est basé dans les études de prévention que je vais vous présenter après, qui ont été financées par l'IRESP, où on a pratiqué ce qu'on appelle les analyses de dominance en statistique. C'est un tout petit peu plus compliqué des analyses de régression, mais c'est très gérable par Herf et des merveilles, où ça nous permet en fait de confronter les différents déterminants possibles et d'identifier les poids de chacun. Et ça porte bien son nom puisque ça nous permet d'identifier les déterminants dominants sur une pratique. Donc là, on a fait ce type d'analyse sur les pratiques de binge drinking chez nos étudiants et ça nous permet de voir que parmi tous les déterminants qui sont identifiés dans la littérature, nous, on a essayé de tous les inclure dans notre étude, dans ce volet 1. Donc c'est un peu l'usine à gaz en termes de longueur de questionnaire, mais en tout cas, il y avait l'idée de pouvoir séparer la variance qui était liée à chaque déterminant et on a pu identifier les déterminants dominants dans les pratiques de binge drinking. Parmi ces déterminants, et c'est là où en tant que psychologue social, je me suis sentie
plutôt à l'aise finalement dans le champ des addictions, c'est que parmi ces déterminants, les principaux sur le binge drinking, je ne parle pas sur la consommation d'alcool en général, sur le binge drinking, ce sont principalement des facteurs interpersonnels sur lesquels moi je travaillais par avance en psychologie sociale expérimentale, à savoir la norme, mais ça je pense que ça paraît un peu évident pour vous tous qui travaillez sur les jeunes, mais aussi l'identité. Et ça pour le coup, c'est quelque chose qui est souvent sous-traité, il me semble, dans la littérature ou dans ce champ-là, alors que ça fait partie des déterminants dominants. On a d'autres études maintenant où on collabore, notamment avec les collègues de Lille, où on voit les effets en fonction de l'âge. Et l'identité, je vous invite à être très attentif à cette dimension-là, parce qu'elle est dominante à n'importe quel âge, finalement. L'identité au sens comment est-ce que je considère que la consommation d'alcool fait partie de mon identité et comment je pense que les autres aussi le perçoivent comme faisant partie de mon identité. Donc un mélange d'identité personnelle et sociale. Donc ça explique que dans les travaux que je vais vous présenter après, on va cibler ce type de paramètres. Second volet qui est mené là par les collègues de neuropsycho, dont Hélène Beaunieu que j'évoquais tout à l'heure, où là les collègues vont suivre une cohorte de 300 étudiants. Elle démarre en L1. L'inclusion, c'est des étudiants de L1 et elles les suivent pendant plusieurs années et elles vont pouvoir caractériser de manière plus précise, en longitudinale pour le coup, systématique, les altérations neuropsychologiques liées à leur consommation, où là, c'est centré sur alcool, binge drinking, mais aussi du cannabis notamment. Vous imaginez la difficulté avec le corona qu'ont rencontré les collègues là, puisque ça a été suspendu pendant un temps. Etc. Nous aussi, on a eu des difficultés, je vais vous en parler. Et troisième volet, c'est celui qui a donc été financé ici par l'IRESP et l'INCA, où on met en place des aspects de prévention qui, à la base, devaient... en tout cas, ça devait consister en 4 essais randomisés contrôlés. On a eu quelques petits soucis, notamment avec la pandémie comme vous tous, mais aussi avec des problèmes de CPP. Donc là, je n'ai pas de données à présenter encore aujourd'hui, mais j'ai décidé de faire l'inverse de ce qu'on fait dans nos papiers habituellement pour que ce soit un peu utile. En tout cas, moi, j'aurais aimé avoir ça. J'ai décidé de vous expliquer tous nos problèmes pour ne pas qu'ils vous arrivent ou pour vous trouver des solutions si ça vous arrive. Donc, ces problèmes-là, ça fait que finalement, on a trouvé une solution de repli. Je vais vous expliquer comment ça en est sorti, avec quelques insomnies au milieu. Et ça s'est transformé en 2 essais contrôlés randomisés que je vais essayer de vous expliquer, et avec l'obtention d'un décalage d'1 an aussi, qui était absolument nécessaire pour la menée du projet initial. Donc voilà comment on travaille. En tout cas, il y a vraiment cette idée. On identifie les déterminants. On fait ça pour le tabac aussi. On identifie par exemple des profils de fumeurs. Et à partir de là, on peut mettre en place des dispositifs de prévention spécifiques à chaque profil. Donc c'est vraiment la démarche habituelle. Alors, sur ce volet prévention, on a ciblé 4 déterminants. En tout cas, c'était ce qui était convenu dans le contrat. À la base, on devait avoir un essai par déterminant et finalement, les 3 derniers vont être regroupés. Donc là, ce qui est monté pour l'instant, c'est le premier essai qui essayait de cibler l'impulsivité. Alors, pour travailler sur ces différents... Ah oui, excusez-moi. Donc, le premier, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui parce que c'est celui dont le protocole est en cours, enfin, les inclusions sont en cours. Et les autres cibles, les autres processus psychologiques cibles sur lesquels on travaille, c'est la norme sociale dans laquelle ils sont insérés, leur identité que j'évoquais tout à l'heure et également leur motivation. Parce que ce qu'on observe en binge drinking, c'est que les motivations, évidemment, jouent un grand rôle, ça vous le savez, mais celles qui sont dominantes, c'est les motivations, le enhancement, je ne sais jamais trop comment le traduire en français, cette idée d'amélioration, d'avoir un truc en plus, et la motivation qui est qualifiée de sociale, qui n'est pas très sociale pour nous quand on regarde les items, c'est plutôt la motivation à la fête, mais qui s'appelle comme ça. Et pour le coup, pour vous donner d'autres éléments d'analyse qu'on est en train d'effectuer sur nos données, quand on compare entre les prédictions de binge ou de dépendance en milieu étudiant, la motivation au coping apparaît en prévision de dépendance, mais pas en prévision de binge drinking. Donc il y a des distinctions comme ça qui sont intéressantes à faire, parce qu'après, en prévention, on va cibler les motivations spécifiques pour chaque pratique qu'on essaie de prévenir. Alors, comment on travaille? On a appelé ça des briefs motivational interview adjusted, au sens où on part sur des BMI qui existent déjà, des dispositifs qui fonctionnent déjà a priori, mais on va les ajuster parce qu'à chaque fois, on crée des modules qui sont spécifiques à un déterminant. Notre idée à terme, c'est de créer des espèces de boîtes à outils pour les accompagnants et accompagnantes, avec l'idée que quand ils travaillent avec des personnes ou des groupes, s'ils voient qu'il y a des problématiques d'impulsivité très fortes, ils pourront se dire, on va dans cette boîte à outils-là et on prend le module impulsivité pour travailler. Si on se retrouve avec des gens qui ont impulsivité, identité, on a 2 outils qu'on peut travailler, monter, réadapter des protocoles localement dans les accompagnements de terrain. Donc c'est ça notre idée à terme. On a une première partie, des mesures en
en pré-inclusion, où on a l'adhésion des individus aux déterminants, donc on peut les profiler psychologiquement, leur consommation, leur pratique du binge drinking, et également des mesures sur l'intégrité neuropsychologique. Donc, je ne sais pas comment on clique avec ça, mais en tout cas, j'ai mis dans le PowerPoint des liens qui vous permettent à chaque fois que vous avez et ça vous explique l'outil de mesure. Donc, c'est de manière à ce que ce soit le plus opérationnel possible, mais là, je ne sais pas comment cliquer pour vous montrer. Donc voilà, vous pourrez toujours aller voir. À partir de là, on crée, et c'est là qu'il y a les dispositifs d'intervention psychosociale, on utilise des techniques qu'on sait les plus adaptées possibles à chacun des déterminants. Donc sur le premier, on a donc un feedback personnalisé qui est assez classique. On a travaillé pour cibler l'impulsivité avec un protocole que je vais vous détailler brièvement tout à l'heure, qui s'appuie sur de la méditation de pleine conscience et qui s'appuie sur de l'implémentation d'intention. Je vais expliquer brièvement tout à l'heure ce dont il s'agit. Et pour les autres, vous voyez qu'à chaque fois, on a un outillage conceptuel et méthodologique qui n'est pas exactement le même parce qu'il est toujours adapté aux déterminants psychologiques qu'on cible. J'évoquais tout à l'heure l'idée d'hypocrisie induite. Ce sont des rappels de normes. Alors, je ne sais pas si, j'imagine que ce n'est pas trop connu comme dispositif, mais il y a plein de travaux là-dessus. C'est l'idée que quand vous voulez amener un individu à aller contre les normes, aller plutôt vers des normes de santé, de comportement de santé, vous l'amenez à rappeler la norme dominante, qui est a priori que, par exemple, c'est mal d'avoir bu avant de conduire. Et c'est rare les gens qui vont vous dire, oh non, c'est trop cool de boire avant de conduire. Donc, vous rappelez cette norme-là. Et à partir de là, vous ne vous arrêtez pas là, puisque ça, c'est déjà fait dans les études en prévention. Vous amenez l'individu à se rappeler les transgressions à la norme qu'il a fait. Donc, les fois, oui, je sais que c'est mal, mais quand même, ça m'est peut-être arrivé en me disant, bah, je vais tenter, j'ai envie de dormir chez moi, etc. Donc, on amène l'individu à se rappeler ses transgressions. Et le fait de rappeler ces transgressions crée cet état de dissonance cognitive dont vous avez sans doute entendu parler, qui va amener l'individu, normalement, théoriquement, à revenir vers le comportement de santé adapté. Donc, voilà un exemple de choses qu'on peut faire. Autre chose qui, a priori, peut vous intéresser, c'est ce qu'on appelle du social identity mapping. On est en train de développer tout un programme. C'est une nouvelle demande de financement IRES, d'ailleurs, sur cette idée de prendre en compte l'identité des gens et les normes qui vont avec. Et c'est assez proche de ce que vous faites, même si on ne formule pas les choses de la même manière, parce que dans du social identity mapping, on va amener l'individu à identifier tous les groupes d'appartenance qu'il a. Le fait que je sois universitaire, que je sois de Caen, que je sois, je sais pas, joueuse de guitare, que je sais pas, toutes les caractéristiques que je peux avoir, plus ou moins formelles, fan de Game of Thrones, je sais pas ce que vous pouvez trouver chez les gens. Tout le monde a des appartenances groupales assez diverses. Et il y a plein de travaux là-dessus et ça développe tout un champ de recherche qui s'appelle le social cure et que je vous invite à aller regarder, c'est super. C'est beaucoup étudié en prévention de la rechute et très peu en prévention primaire et secondaire. Donc nous, on fait communiquer ces champs-là. Bref, et à la fin, en poste, j'ai mis l'adhésion au déterminant qui est entre parenthèses, parce que là, vu le taux d'attrition qu'on risque d'avoir sur la paire de sujets, si déjà on récupère leur consommation et leur pratique de binge, on sera très content. Si on a des réponses sur l'adhésion au déterminant avec un nouveau questionnaire qui est un peu long, on sera content aussi, mais on est un peu moins assuré sur cette dimension-là. Alors, après cette présentation, comment on travaille sur ce truc-là? Le design, il est assez simple. Il est à chaque fois, on a toute la population étudiante de l'Université de Caen. On leur propose de participer à une étude. C'est sur la base du volontariat, avec tous les biais que ça peut introduire dans l'échantillon. Et puis, on va avoir un groupe qui bénéficie de notre... Une minute. Waouh. Alors là, c'est trop parlé, je suis désolée. Hop, je vais passer plus vite pour voir ce que je vous racontais. Sur le recueil de données, on a développé une application mobile qui n'a pas vocation à faire l'intervention, même si de fait, en utilisant une application mobile en IMA, on intervient, qu'on le veuille ou non. Pourquoi je vous en parle? Parce que du coup, sur cette application, ça va faire partie des leçons à retenir. Je vais directement passer sur les leçons à retenir. En tout cas, on a une appli qui nous permet d'avoir des modules de méditation. On a d'autres collègues de psychologie clinique et spécialisés qui enregistrent, donc on peut utiliser ça. Et c'est une appli qui, à terme, a vocation à être partagée, évidemment, avec la communauté. Alors, sur le protocole, je vais passer super vite. On fait de l'entretien motivationnel, de la méditation de pleine conscience, on pourra en parler si vous le souhaitez. Et puis de l'implémentation d'intention, c'est l'idée que la plupart du temps, je peux avoir l'intention de mettre en œuvre un comportement. Ça prédit l'intention à peu près 28% de nos comportements, mais justement, ça ne prédit que 28% de la variance des comportements. Donc, pour optimiser ça, on peut implémenter cette intention. Donc, je passe sur la technique, on verra. On pourra en parler après si vous le souhaitez. À nouveau, vous avez une diapo qui vous explique tout ça avec un petit module. Hop. Alors, le retour d'expérience sur les entraves qu'on a rencontrées, d'abord d'un point de vue administratif.
une catastrophe, un cauchemar. Je n'ai pas de mots pour dire ce qui nous est arrivé. À ce moment-là, le CHU de Caen a décidé de plus travailler avec les labos de Caen en santé. Donc, on n'avait même pas de réponse à nos mails, rien, on était désœuvrés. Il a fallu, et pour le coup, on a eu du soutien, et c'est là qu'avoir des soutiens internes à nos universités, ça devient décisif. On a dû monter jusqu'à la présidence de l'université, notre laboratoire n'a pas suffi. Donc, ça a été des réunions au sommet, pour ainsi dire, pour essayer de cadrer ça. Ça a pris un certain temps, comme toutes les réunions au sommet entre les grands décideurs et décideuses. Et puis, finalement, c'est réglé. Donc maintenant, il y a un partenariat qui est clair, mais qui fait que le CHU, au milieu, se sert financièrement. Et donc, pour chaque essai qu'on essaie de faire, donc ils sont qualifiés en RIPH2 et ça coûte 6 780 euros. 6 780 euros pour un travail qui est tout à fait raisonnable, de mon point de vue, en termes d'investissement en temps par nos collègues du CHU. Voilà, donc ça veut dire que c'est aussi des budgets qui n'étaient pas prévus, puisque ça n'était pas imaginé au départ. Maintenant, c'est clair, donc on le sait, on demande ça à chaque fois. Et pour le coup, on a eu un soutien financier de la Fédération hospitalo-universitaire avec laquelle on travaille. Là aussi, le fait d'être ancré dans ces champs-là, j'accélère méga. Sur les entraves technologiques, alors je ne sais pas, je suis curieuse d'entendre l'expérience des collègues d'Amiens qui ont travaillé avec aussi une appli. On a travaillé à la base avec la DSI de notre université qui nous soutenait pour développer une application native, c'est-à-dire comme celle que vous avez sur vos téléphones. Et en fait, mon retour d'expérience, c'est surtout ne faites pas ça. Parce que ça nécessite... alors avec Android, ça fonctionne pas trop mal, c'est relativement ouvert comme système. Avec iOS, eh ben, tout est contraint, tout est compliqué. Voilà, le système est vraiment ultra protégé. Ils sont en train de s'ouvrir un peu, mais c'est un peu contraint encore, beaucoup contraint, on va le dire comme ça. Et il se trouve qu'il y a d'autres solutions qui s'appellent des Progressive Web Applications. Et je voyais que Laetitia, c'est ce qu'elle avait utilisé d'office. Donc voilà, passer directement par là. Ça pose d'autres problèmes. Il y a encore des complications pour les notifications. Mais n'hésitez pas à venir avec nous si vous souhaitez mettre en place ce type d'outil, que l'expérience serve. D'autant plus que quand on développe ça, pour le participant, c'est invisible, ça fait la même chose. Donc du coup, nous, on a des gains de gestion de données et ça veut dire aussi que si vous passez par une application native, il faut repayer tout le temps parce que les dispositifs Android ou autres sont faits pour qu'on rachète des téléphones et qu'on rachète des applications. Donc du coup, avec la Progressive Web Application, vous n'avez pas du tout ce problème-là. Et puis comme ça, je termine en beauté avec les ressources qu'on a eues, institutionnelles de notre université, j'en ai parlé, mais aussi, je dois dire, de l'IRES parce que je travaille avec d'autres financeurs où c'est plus compliqué, pas par mauvaise volonté de leur part, mais j'ai souvent l'impression de travailler avec des gens qui ne sont pas formés scientifiquement et qui, du coup, ne prennent pas toujours la mesure des difficultés qu'on rencontre ou à l'inverse, qui voient des problèmes là où il n'y en a pas ou qui minimisent des problèmes qui sont très problématiques en termes de protocole pour nous. Et là, je dois dire qu'on a eu le soutien de Rebecca Rotzen, donc je n'ai profité pour lui demander sa photo, elle est là-bas. Voilà, donc parmi mes insomnies, de temps en temps, je pouvais rêver de Rebecca qui me sauvait régulièrement de nos difficultés et qui a été même jusqu'à organiser, face à la difficulté du retard pris, etc., des rendez-vous avec des experts. Donc, il reste fourni ça. Je ne sais pas si vous avez utilisé ça, mais c'est vraiment chouette parce qu'il y a des fois où on ne sait pas, en fait, on a des alternatives à proposer, mais c'est difficile de prendre une décision. Et là, on a eu ce soutien de l'IRES, où on a pu avoir des échanges avec un autre expert qui nous a proposé d'autres solutions que nous n'avons pas utilisées d'ailleurs. Mais en tout cas, la discussion nous a amené à éclairer notre décision. Donc vraiment, c'est un support par rapport à d'autres financeurs qu'on a qui est quand même vraiment intéressant. Et puis tout ça avec une équipe qui va mélanger des jeunes psychologues, ingénieurs, des collègues. Donc, comme je disais, on a cette idée de complémentarité en psychologie avec la psychologie clinique, la neuropsychologie et la psychologie sociale. Et puis aussi des cliniciens avec qui on travaille régulièrement. Et là, on va un peu plus loin dans notre futur projet où on intègre des patients experts avec nous. Donc voilà, pour la fin, je m'arrête là. Je suis désolée, c'était trop long. J'ai trop tchatché au départ. Mais j'espère au moins que vous avez compris la démarche qu'on essaie d'adopter à chaque fois. Et puis n'hésitez pas si vous voulez le diapo et les explications complémentaires. Voilà. Désolée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jessica pour cette présentation qui illustre un peu la fin du chemin de cette session de l'observation à la prévention. On est un peu en retard sur le programme, on va quand même prendre quelques questions. Donc, il n'y en a pas encore qui sont arrivées sur le chat. N'hésitez pas, les personnes qui sont en ligne. Et puis, dans la salle, si vous avez des questions, c'est le moment pour nos intervenants. Peut-être que je vais commencer. Ah bah, allez-y. Alors, il y a un micro, quelqu'un va vous passer un micro. Et puis, vous avez des micros qui sont allumés, donc il faut bien les tenir prêts. Donc, Éric Breton de l'École des hautes études en santé publique. Donc, ma question est pour Laetitia. La réflexion, en fait, sur comment vous placez ça, en fait, cette information qui est recueillie sur
le sentiment immédiat, les impressions immédiates donc d'une adolescence sur ce qui se passe et tout ça. Je me questionne, je ne le mets pas en doute, mais je me demande qu'est-ce que c'est quoi l'air du moment dans une journée? Comment vous l'inscrivez dans le fond, dans la logique de votre programme? Oui, il faut le tenir prêt, mais il est allumé. C'est la D'accord. régie qui gère. Merci Eric pour cette question. La question enfin, l'origine de la démarche vient d'un questionnement autour de la notion du groupe. Parce que dans le projet, dès le départ, on voulait s'intéresser à l'environnement social, le fait, on sait par exemple qu'être un isolat, ça peut avoir un impact sur la consommation à risque et le fait d'appartenir au groupe également. Sauf que ce qui nous manquait, c'était le sentiment que l'on a dans ce groupe. On peut être au sein d'un groupe et se sentir isolé, on peut être seul et se sentir très bien. Et en fait, c'est ça qu'on va chercher. C'est mettre en lien le vécu social et le sentiment, enfin le vécu psychologique enfin, du groupe, quoi. Et donc, on est parti là-dessus. Tout est l'enjeu, tout autour du projet, hein, c'est de cette interaction entre l'environnement et comment on vit l'environnement. Et comment je me sens pas bien dans un groupe. Les jeunes, enfin voilà, on est dans un moment festif. On commence à consommer certaines substances. J'ai pas forcément envie. Je me sens parce que donc dans l'échelle de bien-être qu'on a développée, on a plusieurs éléments qu'on va chercher. C'est le sentiment d'être accepté tel qu'on est, le sentiment d'isolement, le sentiment de confiance, le sentiment d'être entouré. Et à partir de là, ce qu'on souhaite comprendre, c'est comment je vais entrer dans le tabac ou comment je vais consommer plus facilement des substances en fonction de mon état et de mon sentiment d'appartenance ou pas au groupe. Voilà, parce qu'on dit souvent, par exemple, que le tabagisme, c'est une pratique sociale. OK, il faut aller un peu plus loin. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, derrière tout ça? Merci. Pendant que le micro arrive jusqu'à Florence, une question qui nous vient du chat pour Jessica. Au-delà des normes légales, qu'en est-il des normes sociales que les usagers construisent au sein de leur espace de consommation ou entourage? Alors, je ne sais pas dans quel sens répondre à la question d'un point de vue contenu ou d'un point de vue processus. Je parlerai en termes de processus au moins. C'est que parmi les normes, on va distinguer différents types de normes et ça vaut le coup de les distinguer a priori, ou en tout cas on essaie de vérifier si ça vaut la peine ou pas. On va distinguer les normes descriptives, c'est-à-dire ce que font la majorité des gens, des normes injonctives, c'est ce que je pense que les gens pensent bien de faire. Les normes subjectives, c'est ce que je pense qu'on attend que moi je fasse. Et il y a une autre norme qui nous intéresse pas mal en ce moment, sur laquelle on n'avait pas travaillé pour l'instant, mais on l'a dans le projet d'après, la norme dynamique. C'est la norme, c'est dans mon groupe de référence, quelle est l'évolution. Si je prends, nous, à nos âges, il y a quelques plus jeunes que nous, que moi, en tout cas au milieu mais dans mon groupe d'amis, on avait des normes sur les consommations à 20 ans qui sont peut-être pas les mêmes maintenant à 45 ans. Donc on continue à se faire croire qu'on est cool, qu'on boit beaucoup, mais en vrai on boit beaucoup moins parce qu'il faut se lever le lendemain, le corps gère moins, etc. etc. Donc sur les normes, elles ont tout un rôle. La norme dynamique, c'est pas encore éclairé pour ce qui est des consommations d'alcool, on ne sait pas, donc ça on va fouiller. Et puis pour les autres, c'est la norme descriptive qui joue énormément, notamment dans la pratique du binge. Donc c'est pas ce qu'il est bien de faire, mais c'est ce que font véritablement les gens autour de moi, avec toujours une surestimation des normes. Et c'est pour ça que ça fait partie des cibles et que l'approche normative domine beaucoup maintenant en prévention, parce qu'il y a une surestimation des consommations chez les jeunes qui fait que ça les incite d'autant plus à consommer. Donc souvent dans les interventions, ça consiste à rectifier cette perception de normes erronées pour abaisser leur envie de consommer et de se conformer au groupe. Je ne Merci sais pas si ça beaucoup. répond. Allez-y. Bonjour, donc je suis Florence Cousson-Gély, je suis professeure de psychologie de la santé à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et j'ai une question pour Jessica. Merci beaucoup pour cette présentation voilà, très intéressante et je trouve ça passionnant de nous faire partager aussi ce qui ne marche pas. On a parfois un peu de mal aussi en tant que chercheur à dire ce qui ne va pas. Alors j'ai deux questions. Une première question plus au niveau de l'intervention. Je n'ai pas bien compris si c'était une intervention individuelle ou en groupe.
mais bon, vous n'aviez pas forcément le temps de développer, donc j'en profite. Et une deuxième question par rapport au modèle théorique. Bon, en psychologie de la santé, c'est vrai qu'on est assez friand de tous ces modèles parce que justement, ça permet de faire un tri aussi de tous ces déterminants. Donc, je voulais savoir un petit peu sur quel modèle théorique vous appuyez et de savoir également si vous utilisiez toutes les techniques de changement de comportement qui sont développées notamment par Suzanne Mickey et toute son équipe, qui effectivement nous permettent finalement d'aller de ces concepts théoriques vers des interventions et donc si vous les utilisiez ou pas. Alors oui à tout, il faut faire une réponse très brève. Sinon, pour répondre, oui, pour l'instant, on est sur des dispositifs individuels à chaque fois parce qu'on avait comme socle l'entretien motivationnel. Et pour le coup, je n'ai pas été formée encore à l'entretien motivationnel en groupe. Donc, je ne sais pas bien comment ça fonctionne, j'en connais pas le potentiel. Donc, j'ai pas... Et puis, dans les travaux que j'ai lus, la plupart du temps, c'était individuel. Donc, pour l'instant, on est sur ce type de dispositif dans ce qu'on teste. Après, moi, à la base, j'ai été élevée à la TPB, la théorie du comportement planifié, comme tout psychologue social de base. Par contre, en me cultivant sur le champ de l'addiction, j'ai bien vu qu'il y avait plein d'autres paramètres, plein d'autres déterminants. Et puis là, pour le coup, les collaborations avec les collègues cliniciennes ou de neuropsycho plus familières, vraiment des problématiques d'addiction, ça m'a permis d'intégrer plein d'autres éléments dedans. Et c'est pour ça qu'on fait des analyses de dominance, parce qu'on part de la TPB, mais on cumule avec les autres déterminants et on regarde ce qui reste à la fin, ou ce qui domine en tout cas. Parce qu'il reste plein de choses, bien évidemment, mais pas avec les mêmes poids. Donc à la base, c'est la TPB. Et bien sûr, pour les approches à la Michi, sauf qu'on trouve qu'on fait mieux, dans le sens où il y a d'autres théories en psychosocial, pas seulement dans le champ de la santé, qui font d'autres regroupements que Michi. Voilà, donc on se base bien sûr sur elle, notamment parce que dans la plupart des travaux de la littérature, c'est ça la référence. Et donc, ça nous est extrêmement utile, mais on ne va pas toujours utiliser les mêmes regroupements. Donc, on travaille, ou sinon, on ne va pas toujours employer les mêmes termes qu'elle, mais parce qu'on va parler, nous, exclusivement en termes de processus psychologiques, plus qu'en termes de technique. Mais à la fin, ça se superpose, bien sûr. Ouais. Peut-être une dernière question. Jessica a soulevé la question de l'identité qui était importante et qui était peut-être moins regardée que d'autres. Je voulais vous questionner, Laetitia et Mabrouk, si c'est quelque chose que vous avez essayé de prendre en compte ou qui est ressorti aussi dans les observations. Voilà, comment vous avez pu intégrer ou non dans vos projets cet élément ou comment ça peut faire partie des résultats. Non, clairement, en étant franche, la question d'identité en elle-même, on l'a pas intégrée dans les multiples facteurs. Mais du coup, c'est quelque chose sur lequel on va se pencher et probablement que on viendra peut-être vers vous pour échanger sur le sujet. Il est vrai que dans notre questionnaire Quanti, il y avait la relation avec les autres, le fait d'avoir de l'argent de poche, bon, la profession des parents, etc. Mais c'est vrai qu'en aucun cas, on a pensé à ce profil d'identité. Et ça m'intéresse. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut explorer. Allez-y, j'essaie d'être brève, mais si j'ai du mal à être brève sur l'identité. Mais en fait, il y a tout un courant de recherche qui travaille vraiment là-dessus, mais souvent, c'est pas mixé avec les autres champs de la recherche. Donc, je peux vous envoyer toute une biblio là-dessus, plus tous les résumés que j'ai pu faire. Mais donc, il y a vraiment tout un champ sur le rôle de l'identité, pas chez les ados dans ce que j'ai vu, mais en milieu étudiant, donc pas si loin de l'âge ado. Et après, il y a tout un autre champ, ce que j'appelais le social cure tout à l'heure, en prévention de la rechute, où là, il y a vraiment un gros travail. Et pour le coup, ils ont vraiment des outils que nous, là, on va essayer d'appliquer en milieu étudiant, en faisant dialoguer. Mais en tout cas, ça, dès l'instant où c'est pris en compte, ça sort parmi les premiers prédicteurs. Et juste un truc sur les polyconsommations, parce que vous l'évoquiez, mais on a traité, parce que dans le questionnaire ADUC, on a tabac, alcool, cannabis, et puis plein de tous les trucs les plus créatifs possibles, parce qu'on travaille aussi avec un collègue d'addictovigilance. Et on se rend compte que les identités liées aux substances sont liées. Et en polyconsommation, les gens jonglent entre l'identité de je suis quelqu'un de globalement cool, puisque à la fois je fume, je bois et je consomme du cannabis, etc. Donc ces liens-là, ils sont extrêmement corrélés, même quand vous faites des régressions en backward. Je ne sais pas si vous connaissez ces méthodologies-là, mais ça vous fait le ménage et ça garde que les déterminants les plus forts. Avec toutes les substances, on l'a testé avec alcool, tabac et cannabis, vous avez l'identité qui reste à la fin. Et face à tous les déterminants qu'on utilise habituellement, l'anxiété, la dépression, tout ce qui est habituel. Donc ça vaut vraiment le coup. Je me pose juste la question, pour nous, pour les plus jeunes, c'est des ados, collégiens, lycéens, en pleine construction identitaire. Donc, et dans sa relation avec le groupe, etc. Donc, il
il y a une question qui se pose là. C'est vrai que cette question, enfin, je pense à un travail qu'on a réalisé avec Sébastien Seta qui va parler cet après-midi. Et on s'est interrogé justement, c'était dans le cadre d'une étude chez les apprentis. La question d'identité déjà de fumeurs et des îlots de fumeurs hein, qui sont définis notamment à la suite, enfin, qui se créent à la suite des processus de dénormalisation ont un impact. Mais c'est vrai que dans cette configuration-là, ce serait intéressant d'explorer la manière dont cette identité se crée en fait. Voilà. Ouais. Bon, merci beaucoup, c'est passionnant, mais on poursuivra, je pense, les échanges lors du repas.